Bonjour à tous, Adrien Pelletier, je suis agriculteur donc dans le nord de l'Eure-et-Loire, plaine ouest de Paris, limite 78. Je me suis impliqué depuis 2014 dans une association d'agroforesterie pour la région Centre-Val de Loire. Et donc au sein de cette association, il y a des membres de la recherche dont l'INRA, des conseillers indépendants d'agroforesterie, des agriculteurs. Et donc cette problématique de drainage est une réelle problématique. Vous faites bien de la soulever, comme pourrait être également celle de la propriété foncière, ou voilà, c'est les sujets qui nous interpellent en tant qu'agriculteurs directement dans le concret du concret. Et donc, il y a un essai qui a été mis en place à l'Hydra de Nouzilly, à côté de Tours, sur la question du drainage. Donc là, il y a eu différentes modalités qui ont été implantées avec des arbres au-dessus des drains, des arbres entre les drains, et donc avec un témoin. Et donc voilà, après, malheureusement, la réponse, on l'aura peut-être dans 30 ans ou dans 50 ans. Mais c'est une vraie question. Et voilà, l'idée sous-jacente, c'est est-ce que les arbres peuvent suppléer au drain? Donc, aujourd'hui, personne n'a trop la question. Souvent, dans les parcelles drainées, ça pouvait être des anciennes prairies ou même des bois. C'est vrai que avec cette réflexion autour des infrastructures agroécologiques pour le développement de la biodiversité, il y a aussi un peu une reprise de conscience du parcellaire, de type de sol, et, et- et- et l'historique des parcelles en amont de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui peuvent nous aider à réfléchir sur les infrastructures à mettre en place pour maintenir à des niveaux de production qui nous font vivre en tant qu'agriculteurs. Voilà, c'est un élément de réponse qui doit être à moitié satisfaisant. Je vois que vous avez une autre question, mais du coup, on va peut-être, je vais faire la présentation, puis on reprendra peut-être le sujet en fin C'est de ça, tout à présentation. De fait. toute façon, je vais être assez bref, peut-être pour favoriser le temps d'échange, éviter que ce soit trop, que tout le monde s'endorme avant le week-end. Voilà, pour ma part, j'ai fait des études d'ingénieur agricole à Toulouse et j'ai découvert l'agroforesterie en 2006 par un prof, parce que j'ai fait une spécialisation forêt, agriculture, environnement. Et donc, la première fois que j'ai entendu le terme agroforesterie, voilà, c'était en 2006 et venant des grandes plaines céréalières euh, qui manquent d'éléments arborés, qui sont plutôt dans une situation d'open field, des grandes parcelles céréalières. Pour moi, ça a fait tilt tout de suite avec voilà, cette sensibilité que j'ai vis-à-vis de l'environnement, l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Tout de suite, ça a fait tilt. Remettre des arbres dans les champs, bah oui, forcément, enfin, il faut absolument qu'on réintègre l'arbre dans nos systèmes de culture, dans nos systèmes de production agricole. Ça fait partie d'une réflexion globale par rapport, moi, ma vision de l'agriculture de demain dans notre contexte. Euh, voilà, moi, je suis revenu sur la ferme familiale en 2012 avec mon frère. On a installé un projet de paysan boulanger qui s'est développé. On a été très vite associé avec donc une autre personne spécialisée en boulangerie. Et aujourd'hui, donc on est trois associés, cinq salariés. On produit près de une tonne de pain par semaine et voilà, avec une base de 50 hectares de culture céréalière, très avec une rotation basique bio à base de luzerne et de céréales diversifiées. À savoir que je gère aussi une autre exploitation agricole de grandes cultures biologiques avec légumes de plein champ, betteraves sucrières, haricots verts, etc. Euh, et donc avec laquelle on fonctionne aussi en synergie. Donc voilà, sur cette ferme, donc, il y a un atelier de décortiquage des épeautres, une faute sur le diapo que j'ai écrit, donc un atelier de décortiquage, un atelier de mouture, hein, une meunerie pour transformer la céréale en farine, et une boulangerie avec un point de vente. Euh, donc c'est une ferme qui fonctionne très bien au niveau économique. Dès qu'on a vu l'installation de l'atelier de transformation et la vente directe,
on a vu au niveau économique des fluctuations beaucoup moindres qu'en système céréalier classique, avec des rentrées de trésorerie régulières qui facilitent grandement la sérénité dans la gestion de l'entreprise. Donc, l'agroforesterie dans la gestion de cette ferme prend tout son sens. C'est un élément qui permet de travailler avec le vivant. Donc voilà, parallèlement à cette activité agricole, j'ai essayé de le synthétiser avec un collègue dans un livre sur le métier de paysan boulanger. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on a écrit un livre aux éditions France Agricole, qui s'appelle Le guide très pratique des paysans boulangers, qui a voilà, toutes les clés, on va dire, pour réussir dans ce genre de système. Et parallèlement aussi à tout ça, j'ai démarré un projet de sélection de blé tendre en 2014, de sélection de blé bio. Donc, pas de blé ancien, de blé, c'est-à-dire blé paysan, voilà, blé de demain, adapté à notre contexte. Vous voyez, dans la petite photo, en bas à gauche de la diapo, il y a justement des variétés qu'on a sélectionnées sur la ferme, qui sont plus hautes, plus couvrantes. Voilà, et dans l'idée, j'essaie aussi un peu de sélectionner de la luzerne naine, voilà, vivace, pour essayer de tendre vers des systèmes plus résilients et pourquoi pas tourner vers l'ABC, hein, l'agriculture biologique de conservation des sols, qui est vraiment une thématique intéressante pour, la, pour maintenir notre niveau de productivité, notre rentabilité en céréaliculture biologique avec le minimum d'intrants extérieurs, tant qu'on n'intègre pas de l'élevage. Voilà, je me permets de m'étendre un peu aussi sur ces sujets-là parce que finalement, intégrer de la biodiversité dans le paysage, dans la campagne, c'est pas juste en replantant des arbres et des haies, mais c'est aussi dans les champs. La biodiversité cultivée, voilà, c'est tout un ensemble. Il faut imaginer que voilà, c'est un écosystème et dans il y a énormément de possibilités pour intégrer un maximum de biodiversité dans tous les maillons de la chaîne. Voilà, les interactions sont fortes. Le projet agroforestier, merci Claire, intégré sur la ferme, on a planté en 2015. Quand on s'est installé, on a envie de planter, planter, planter. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps et on a finalement initié un projet voilà, sur 10 hectares, 230 arbres, voilà, un arbre tous les 10 mètres, 38 mètres entre les rangs. Nous, il y a un pulvérisateur de 36 mètres de large sur la ferme. Donc, l'idée, c'était de pouvoir continuer à passer le pulvé dans les champs, même en bio, parce qu'en bio, on utilise le pulvé. Et je pense que d'ailleurs, ce sera un outil de plus en plus employé. Euh, et donc, voilà, avec euh, des arbres destinés au bois d'œuvre. Voilà, c'était plutôt un projet tourné biodiversité, paysage et valorisation économique par le bois d'œuvre. Voilà, moi, comme en 2015, j'étais dans la grande trentaine, on se dit peut-être qu'on verra la fin des arbres, mais bon, c'est pas l'objectif premier financier. Néanmoins, c'est vrai que je pense que à l'avenir, bah, je reste assez persuadé que le prix du bois évoluera de manière positive et que ça peut être aussi des arguments quand on va voir le banquier et qu'on vit des années difficiles en agriculture parce que même si on transforme, qu'on est en bio, etc., je pense qu'on connaîtra toujours des années difficiles. Donc, d'avoir un patrimoine sur pied de bois d'œuvre, je pense que ça peut à terme aussi être intéressant comme approche. Donc là, en termes de bois d'œuvre, on a planté du cormier, du merisier, du noyer, du poirier, des alisiers terminaux. Et donc, voilà, une diversité d'essences qui reste assez intéressante en termes de diversité végétale, avec différents rythmes d'évolution des arbres, hein, avec croissance plus rapide comme le merisier ou des
croissance très lente, comme vous voyez, avec présence d'arbustes entre les arbres. Donc, les arbres plantés tous les 10 mètres, les arbustes tous les 2 mètres, et avec une petite particularité. Voilà, moi j'avais été dans un système agroforestier, zone de plaine, avec des haies de charme en bordure de champs. Et là, cette infrastructure agroécologique me convenait pas trop dans le sens où j'avais un sentiment d'enfermement avec des haies très denses et plus de visibilité du paysage sur le lointain, quoi, alors que c'est vraiment une des caractéristiques aussi de nos paysages. Et j'aime bien finalement voir loin. Donc dans nos zones de plaine, je trouvais ça intéressant d'essayer d'intégrer le maximum donc d'arbustes et d'arbres, tout en ayant un maillage qui permet de temps en temps voir loin. Donc du coup, j'ai inventé, voilà, j'ai planté des arbustes une fois sur deux ou même de manière aléatoire pour que de temps en temps, il y ait juste une bande enherbée au pied des arbres. Voilà, donc ça fait, moi j'aime bien ce côté aussi un peu nature, ce côté pas très linéaire, pas très organisé. Donc on a déjà une implantation très organisée avec des lignes tracées au GPS, donc bien parallèles. C'est quand même important de le souligner, il faut faire les lignes parallèles. Euh, et donc voilà, mais au sein de la ligne, d'avoir une espèce de diversité. Voilà, une randomisation dans les essences d'arbres et dans les espèces de bourrages et d'arbustes. Donc cette dimension paysagère, pour moi, était très importante dans notre contexte agricole. Voilà, donc bien sûr, créer un habitat pour les auxiliaires du fait de notre engagement en agriculture biologique, c'est un outil pour réguler, hein, ça a été déjà dit, réguler les ravageurs. Moi, j'ai pu observer également des attaques de pucerons sur un champ de pommes de terre, par exemple, régulées très rapidement par les, les coccinelles présentes dans l'agroforesterie. Voilà. Puis après, à moyen terme, l'idée de cette agroforesterie en zone de plaine, c'est créer un microclimat, favoriser, voilà, limiter la vitesse du vent. Euh, pour ça, moi, mon système, il n'est pas adapté dans le sens où voilà, le côté négatif en fait de notre projet, les conclusions les négatives à la suite de la plantation, on en a eu plusieurs, euh, malgré tout ce qui est positif qui vient d'être énoncé. Premièrement, bah, c'est justement le vent. Le vent en zone de plaine, s'il n'y a pas de protection de vent en amont, bah, c'est violent. Donc, il faut quelque part maintenir les arbres pour éviter qu'ils subissent des phénomènes bah, de tronc qui est forcé par le vent et donc des pertes de qualité du bois in fine. Et puis l'autre inconvénient aussi, dans notre zone de plaine où il n'y avait pas trop de piquets, où il n'y avait pas trop d'éléments paysagers pour les oiseaux. En effet, ça a été souligné, bah, c'est des très bons pieds à terre pour les corbeaux, pour les bus, pour etc. Et donc tous les arbres toutes les essences à croissance rapide, type merisier, ont été, les branches principales ont été cassées par les oiseaux qui se posaient sur la tige, quoi. Donc, du coup, on a dû ben, bien retailler et puis surtout mettre des piquets hauts, des piquets hauts pour pouvoir permettre aux oiseaux de se poser. Voilà, après, ça, c'est des éléments un peu, on va dire, de projets précurseurs. Si un paysage commence à se diversifier, ça devient de moins en moins un souci, mais il faut prendre en considération ça. Un autre élément que j'ai aussi perçu, que je ne pensais pas en fait, c'est vraiment cette richesse synégétique qu'il y a dans la plaine, parce que en gros tous les arbustes, j'ai pas besoin de les tailler. Je pensais les tailler au bout de 5 ans, bah, finalement la taille se fait naturellement par les cervidés ou les lièvres, quitte à même en ayant protégé avec
des petites protections des arbustes disparus, hein. Donc, on a fait le comptage des arbustes, mais il y a clairement un impact. Voilà, dans l'ensemble, la présentation que je peux faire de mon projet.